Ma vision, ce serait que les jeunes femmes aient hâte d'avoir 50 ans. J'adorerais, tu vois, qu'elles trouvent ça, je sais pas, ultra rock'n'roll ou... Et là, il y a quelque chose qui, en tout cas, moi, pour moi, se met en place, c'est plus envie de me faire suer, quoi. C'est-à-dire, il y a des choses, ça vaut pas le coup. 14 ans de moins. 14 ans de moins. Ouais. Tu rentres dans la catégorie des cougars, alors. Exactement. Et ça, tu vois, tout le monde s'offusque effectivement avec ce côté pourquoi nous on aurait cette étiquette de cougar alors que les hommes, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de mot en fait, hein, si tu veux. Bon. Alors moi déjà je me détends là-dessus aussi. Hein, bon, La fin des règles dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Ici, les femmes qui sont passées par là vous parlent de leurs symptômes, de traitements et astuces, de leur rapport avec leur propre corps, d'intimité, de carrière professionnelle aussi, mais surtout, eh bien, de la fin des règles. Celles que l'on s'impose ou que l'on accepte. En les écoutant, vous trouverez, je l'espère, les bonnes infos pour traverser cette période encore trop taboue. Et puis surtout, j'espère que vous prendrez un shot de confiance et de bonne énergie. Je m'appelle Odayo et j'ai 44 ans. Allez, venez. Bonjour Karine. Bonjour. On est morte de rire parce que j'ai pas enregistré la première prise. J'ai raté les 5 premières minutes, moins que ça, les 2 premières minutes. Et là, ça tourne bien. Donc, bonjour Karine. Bonjour Aude. Merci d'être chez moi aujourd'hui. Tu es à Paris. Il fait très chaud à Paris aujourd'hui, donc on va boire beaucoup d'eau pendant cette interview. Et tu es là parce que tu as des clientes à Paris, tu es coach. Et tu es aussi l'host du podcast 50 ans et toutes mes dents. Complètement. Que tu as lancé en février 2023, quasiment en même temps que moi. Et qui a très bien marché. Donc, je redonne le chiffre, 220 000 vues sur ton premier post. Alors, je précise quand même, 220 000 vues sur le post sur LinkedIn. Oui, c'est ça. Ce qui aussi est énorme, mais bon. Mais ce qui montre l'intérêt des femmes et des hommes, j'imagine que c'était mixte pour ce sujet-là. Complètement, c'était totalement et l'encouragement qu'ils t'ont donné à t'emparer de ce sujet. Ouais, et puis c'était des femmes... qui répondaient à la cible d'âge, hein, mais pas que. C'est-à-dire, j'avais aussi des jeunes femmes qui me disaient « mais bravo d'oser un tel podcast ». Des hommes aussi, évidemment. Enfin, je dis évidemment, mais ouais, c'était fou. Enfin, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais qu'il y allait avoir uniquement des femmes, et c'est tout, de 45 et plus. Et en fait, ça a été incroyable. L'impact a été incroyable. Du coup, ça m'a mis une pression de folie. Mais bon... Tu avais déjà enregistré ton épisode 0, donc tu avais déjà plus la pression sur le pourquoi, du comment de cette histoire-là. Oui, la genèse, en fait, quand j'ai lancé le post sur LinkedIn, j'avais un seul épisode en ligne, qui était un épisode de 7 minutes, qui correspond pas à ce que je fais d'habitude, puisque moi, je fais des interviews, des témoignages qui durent entre 40 et 1 heure, 40 minutes et 1 heure. Et là, j'avais fait 7 minutes où j'explique, il y a que moi qui parle, et où j'explique la genèse, justement, du projet. Comme quoi, j'ai eu envie, en fait, de lancer ce podcast parce que c'est comme un coup de gueule, quoi, parce que j'en avais ras-le-bol de ce qu'on nous montre dans les médias, par exemple, et que je me retrouvais pas du tout dans ce côté de à 50 ans, c'est la fin des haricots, il y a tout qui tombe, on n'a plus de peps, on perd la boule, on n'est plus du tout performante, on n'a plus la même énergie. Donc j'avais vraiment envie, voilà, de montrer que c'était tout à fait possible de vivre ta best life après 50 ans. Et donc ce premier épisode, ouais, ça, c'est parti en mode, donc c'est très cool. Ouais. Combien d'écoutes du coup sur ce premier épisode ? Alors sur le premier épisode, je crois que j'ai eu 1300 écoutes, un truc comme ça. Ouais, c'est énorme, c'est canon. Ouais. Alors je sais pas, moi je suis pas trop. Enfin encore une fois, hein, je me suis lancée là-dedans vraiment en mode. Je n'y connais rien et j'y vais. Et après, j'avais discuté une fois avec Sandra Verger qui a les locomotives. Ouais. Et elle est à 100 000 écoutes par mois maintenant. Ça fait 4 ans qu'elle fait ça. Elle m'avait dit, mais attends, pardon. Si tu as plus de 80 écoutes à ton premier épisode, c'est déjà beau. Donc 1300, c'est fou, quoi. Donc voilà. Bah écoute, super début. Top. Alors toi, raconte-moi un petit peu, rentre dans le vif du sujet. La ménopause, pour toi, c'était quoi l'histoire ? Alors, l'histoire, moi déjà, je sais pas exactement, en fait, quand ça a commencé. Parce que moi, j'ai eu une vie un peu compliquée entre 40 et 50, déjà.
et surtout à l'approche des 50. Donc là, on va directement, oui, effectivement, dans le vif du sujet. Alors déjà, à 40 ans et quelques, on m'a annoncé que je pourrais pas avoir d'enfant. Donc moi, je n'ai pas d'enfant. Comment ça s'est passé, ça ? En fait, ça s'est passé que j'ai rencontré un homme qui était l'homme de ma vie à cette époque-là. Et donc, on s'est mariés. Et donc, moi, j'avais déjà, j'avais la quarantaine, petite quarantaine. 41, 42 ? Ouais, quand je l'ai rencontré, j'avais un peu moins que ça. Et puis à un moment, on s'est dit, bon, ça serait peut-être bien que, voilà, on se mette à, pourquoi pas, envisager d'avoir un enfant. Et si tu veux, moi, j'ai jamais eu l'horloge biologique en mode, il faut vite que j'ai un enfant et tout, pas du tout. Mais j'ai toujours été persuadée qu'il y aurait aucun problème. Parce que justement, les médias avaient ce côté de dire, il y a aucun souci, une Monica Bellucci a son premier enfant à 41 ans, tu vois, enfin voilà, on se pose pas la question, il y a pas de problème. Et en fait, moi, ma gynéco donc m'a dit, en fait, vous, ça va pas être possible du tout. Donc ça, déjà, ça a été hyper violent à encaisser. Et donc, en fait, donc ça, si tu veux, c'était un premier truc, mais qui a rien à voir en fait avec vraiment la ménopause. Mais simplement, c'est un premier questionnement où tu te dis, ok, bon, il y a ça qui est là, très bien. C'était quoi la raison médicale, tu veux la donner ? C'est que physiologiquement, je pouvais pas en avoir en fait. Voilà, que tes ovaires fonctionnent plus. Enfin, voilà. Bon, mais à aucun moment on te dit c'est une ménopause. Et d'ailleurs, ça ne l'était pas. Hein. C'est autre chose. Voilà. Donc ça, déjà, ça a été très difficile pour moi. Mais en fait, parce que ma croyance, c'est que tout ce qui t'arrive de difficile, si tu sais en faire quelque chose, tu peux aussi le transformer en une opportunité. Donc à ce moment-là, moi, ça a été catastrophique. Enfin, je veux dire, j'ai commencé une dépression, donc je suis allée voir un psy. J'en voyais déjà un depuis un petit moment, parce que j'avais un père qui était parkinsonien, donc... Quand tu as des parents qui ont ce type de maladie et que tu es aidant, on te dit que ça serait bien d'être aidé, toi aussi. Donc voilà. Et donc là j'ai vu un psy pour cette question de comment tu arrives à digérer le fait qu'on t'annonce que voilà, tu ne seras jamais mère. Et en fait, du coup, j'ai commencé un travail sur moi profond et à ce moment-là, j'ai changé professionnellement. C'est-à-dire que moi, j'ai une carrière de directrice marketing et communication dans le secteur du luxe. Toujours à l'international, hein, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est la diversité. Donc voilà. Et à ce moment-là, j'étais en train de me questionner, de me dire, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue dans cette voie-là ou est-ce que je fais autre chose ? Et en fait, tout ce travail-là et ces questionnements m'ont fait prendre conscience que j'avais envie d'autre chose. J'avais plus envie, voilà, d'être focus sur le produit comme j'étais en direction marketing. J'avais plutôt envie de m'intéresser beaucoup plus à l'humain, ce que je faisais déjà en tant que directrice communication. Et donc, je me suis certifiée en coaching à HEC et j'ai monté mon cabinet, donc il y a 10 ans, qui s'appelle Comisque. Donc, où, comme tu l'as dit, j'accompagne des dirigeants et des équipes pour développer leur impact de leader et développer leur présence. Et donc, à ce moment-là, je fais ce shift. Donc, je change déjà de vie professionnelle. Et quand tu dis aujourd'hui, avec le recul, quand il m'arrive une énorme merde, je sais la transformer, est-ce que déjà, à ce moment-là, tu savais déjà transformer les merdes ou c'est... Oui, parce que j'ai une vie qui est un peu... où j'ai eu pas mal de merde, comme tu dis. Il y a eu pas mal de choses. Enfin, disons que j'ai appris à muscler ma résilience très tôt. J'ai perdu des parents très proches tôt. Et ça, par exemple, c'est des choses, voilà, qui te marquent. Donc, c'est comment, justement, tu regardes ce que je pourrais appeler le cadeau caché dans ce qui se passe, en fait. Parce qu'il y a toujours quelque chose à regarder. Le cadeau caché. Ouais. Par exemple, le fait de ne pas pouvoir avoir un enfant. Je te cache pas que c'était assez difficile de voir le cadeau caché. Aujourd'hui, je pourrais imaginer que c'est une grande liberté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai peut-être plus de liberté que quelqu'un qui a des enfants. Je vois assez bien ce que tu veux dire. Ça n'empêche pas que j'ai quand même enfin voilà, c'est quelque chose avec lequel je deal tous les jours. C'est pas tout le temps évident. Ça a été très très difficile. Je le vis de mieux en mieux. Vous avez envisagé d'adopter ou de faire un don d'ovocytes? On a essayé et ça n'a pas marché. Donc voilà, il y a eu tout un process, si tu veux. Bon. Donc ça, c'est pour le côté moi avec moi. Hein. Et donc là où ça m'a amené, vraiment, c'est de mettre le doigt sur mon impuissance. C'est-à-dire, je pense que c'est la première fois de ma vie où on me disait vraiment que quelque chose n'était pas possible.
Moi, avant, j'ai toujours eu une vie. Enfin, attends, j'étais pas. J'ai pas rien fait pour. Hein. Je me suis toujours bougée pour rendre les choses possibles. Et ça a toujours été assez simple, en fait. Au niveau des jobs, ça a toujours été assez simple. Au niveau des hommes, ça a toujours été assez simple. Au niveau du sport, ça a toujours été... Enfin, tu vois, c'était facile. Et là, tout d'un coup, on m'annonce qu'en fait, ça, là, qui est quand même... Moi, je suis d'une famille italienne. Donc, si tu veux avoir des enfants, c'est la base, tu vois. Ouais. Et puis, en tant que femme, tout ce que ça représente, là, il y a un vrai questionnement, une remise en question de ton utilité. Oui. Donc, c'est ça que j'ai dû gérer. Avec une peine, enfin, voilà, tu es dans la tristesse et dans le désespoir. Enfin, je suis passée par des stades quand même assez lourds. Donc ça, c'était moi avec moi. Et à côté de ça, donc j'avais un père qui a eu 20 ans de Parkinson. Et en fait, à 48 ans, quand j'ai eu 48 ans, il est décédé donc après 20 ans de Parkinson. Son Parkinson a commencé quand il avait quel âge, lui ? Quand il avait 56, un truc comme ça. Oui, ouais, c'est ça, 56. Ouais, mon père, je pense que son Parkinson a commencé à 85 ou 90 ans, donc c'est vraiment pas du tout les mêmes histoires. Ah ouais, non, c'est pas du tout les mêmes histoires. Lui, moi, mon père, c'était un très grand chirurgien ophtalmo. Tu imagines, chirurgien ophtalmo, ça veut dire qu'au niveau du geste, il faut pas trembler. T'es sur une toute petite, voilà. Donc, il a arrêté de bosser. Lui, il avait une vraie vocation, si tu veux, c'était sa vie, hein, son boulot. Et donc, ça a été terrible. Ça a été un choc déjà quand on l'a appris. Ensuite, pour lui, ça a été ultra pénible. C'est vraiment une maladie qui est... En fait, il me disait, je me sens emprisonnée dans mon corps. C'est-à-dire, t'as le corps qui, tu te raidis, il tremblait pas beaucoup, mais il y avait, voilà. Bon, et puis tu te vois, en fait, c'est ça. Contrairement à un Alzheimer où tu te rends pas compte, Alzheimer, c'est très difficile pour l'entourage parce que on te reconnaît plus, enfin, voilà. Parkinson, t'as toute ta tête. Donc, tu vois bien ce qui est en train de t'arriver, en fait. Tu vois bien la dégénérescence, etc. Donc ça, si tu veux, ça a été hyper lourd. Et donc, à 48 ans, quand j'ai eu 48 ans, il décède. 3 semaines plus tard, ma mère déclare une leucémie, rarissime. Et elle décède 1 an après. Très rapidement aussi. Ouais, 1 an après mon père. En mars 2019. Et cette année-là, moi, j'ai 49 ans. Et mon mariage ne va pas du tout depuis un certain temps. Et là, je me dis, attends, tu ne commences pas tes 50 ans avec encore des casseroles, en fait. C'était vraiment un truc, j'ai eu un truc en me disant, mais tu vas commencer tes 50 ans avec déjà ces 2 deuils à gérer, mais là, t'es pas bien dans ton couple, etc. Qu'est-ce que tu fais ? Tu continues comme ça, à garder quelque chose qui est pas OK, ou même si c'est hyper dur, parce que t'imagines, tu viens de perdre tes 2 parents, je me suis quand même beaucoup posé la question, mais en fait, j'étais déjà seule dans ce couple depuis un moment. Et donc, j'ai décidé de me séparer en décembre 2019. Dans la foulée. Dans la foulée. Et donc, j'ai commencé mes 50 ans avec 3 deuils à gérer quand 3 même. 3 personnes en moins dans ta vie. Voilà. Là-dessus, Covid. Donc, pareil, un choc professionnel parce que là, pour le coup, ça a été assez difficile. Donc, en fait, en l'espace de 2 ans, ça a été sport. Et donc, pour revenir à ton sujet ménopause, en fait, moi, à la mort de mon père, la fin des règles, comme tu dis. Alors, des miennes, hein, évidemment, des règles de la ménopause. Mais moi, je me suis dit, c'est le stress, en fait, parce que... Enfin, tu imagines ce que j'étais en train de gérer. Ouais. Je viens de perdre mon père, ma mère qui tombe malade. Bon, je me suis dit, bon, c'est le stress. Ça reviendra, tu t'es dit ? Ouais, voilà. Et je les ai eus une fois, je crois 6 mois plus tard, un truc comme ça. Je me suis dit, bon, bah, ça vient quand ça veut. En ce moment, c'est un peu comme ça. Mais j'étais un peu, si tu veux, focus sur d'autres sujets. Tu vois. Et en fait, je pense que c'est 2 ans après, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. C'était pendant le Covid où là, je suis allée chez le gynéco et là, il m'a dit écoutez, je pense que vous êtes préménopausée ou ménopausée, on ne sait pas trop, ça serait bien de faire des examens. Et c'est là qu'on a vu que j'étais ménopausée. Donc, sur le moment, tu t'en es vraiment pas souciée ? Sur le moment, je m'en suis pas souciée. Est-ce que tu souciée. prenais un traitement ou un autre qui pouvait masquer certaines choses ? Pas du tout. Non, pas du tout. En revanche, ça faisait un moment que j'avais, si on parle des symptômes, des méga bouffées de chaleur. Et ça, c'est pareil, je me dis, c'est le stress, en fait. Parce que vraiment, je pense qu'à cette période-là, j'ai rarement été aussi stressée dans ma vie. J'ai vraiment été... T'as pris des anxiolytiques ?
Non, ça j'en ai... Non, j'avais pris des antidépresseurs, mais genre à 40 ans, quand j'en ai pris pendant 2-3 mois pour gérer justement le fait d'avoir appris de pas pouvoir avoir un enfant, parce que ça m'a pas mal bouleversée. Mais là, pas du tout. Pas du tout. J'étais en mode... peut-être c'est une sorte de déni, mais si tu veux, à part les bouffées de chaleur qui étaient quand même... c'était un peu... tu enlèves le pull, tu remets le pull, tu enlèves le pull, tu remets le pull, tu vois, c'est un truc comme ça. Mais je me disais, bon, c'est peut-être ça, mais j'avais tellement de trucs à gérer à côté que j'ai pas fait un focus, tu vois. Et puis, ma mère, elle était tellement focus sur sa maladie que de toute façon, c'était même pas la peine d'essayer de lui en parler, tu vois, ou d'avoir un avis là-dessus, et puis nous, voilà, avec ma sœur, on était tellement focus sur il reste qu'elle, donc qu'est-ce qu'on fait pour elle? Elle était en quarantaine, enfin je veux dire, on a vécu des trucs assez... que voilà, j'étais vraiment, c'était pas le sujet, tu vois, c'était vraiment pas mon sujet. Donc c'est un truc que j'ai géré un peu comme ça, tu vois, de loin en loin. Mais en fait, c'était un non-sujet finalement pour toi, cette ménopause. Tu avais déjà fait le deuil de l'enfant. Ouais, alors si tu lis ça, effectivement, ouais, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent très mal ça par rapport à ce fait de plus pouvoir avoir d'enfants. Ouais, moi c'est sûr que ça, je me le suis pris. Enfin, j'ai dû le gérer et peut-être d'une façon différente bien avant. Et puis puisque tu étais aussi en train de perdre tes parents, enfin tous les enjeux autour de la vieillesse et de la mort qui se rappellent à nous au moment de ce passage, tu les vivais en live en fait. Donc c'est pour ça que tu prêtais pas attention à tes signes, ils avaient aucune importance pour toi. Peut-être. C'était vraiment une autre priorité. C'était pas un moment où il fallait que je pense à moi, en fait, tu vois. J'étais complètement dédiée à mon père, après j'étais complètement dédiée à ma mère. Ma sœur a eu son fils au même moment. On venait de perdre ma mère. Donc sur moi, oui, je m'en suis occupée. Là où j'ai pris soin de moi, vraiment, c'est de me dire, ok, je divorce. Ça, c'est un vrai... Et surtout, pour moi, c'était important de bien me séparer, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai voulu... On s'est séparés amis, tu vois. J'avais pas envie d'un truc où tu commences à te tromper, où tu commences à faire des trucs. J'avais vraiment envie de faire ça bien. Et il l'a compris ? Oui, complètement. Oui, non, mais je pense qu'on a passé le best divorce. On est les Gwyneth Paltrow et machin du français, tu vois. On disait ça pour rigoler, mais oui, on s'entend bien. Enfin, tu vois, pour moi, j'avais eu tellement de choses violentes, si tu veux. Si en plus, déjà, bon, le fait de se séparer, de toute façon, c'est violent. Mais si en plus, il fallait se déchirer c'était au-dessus de mes forces. Moi, j'étais dans un état, enfin, je venais de perdre mes 2 parents, si tu veux, et en plus, voilà, coup sur coup, après, voilà, des années de maladie pour mon père, ma mère, ça a été hyper violent. Mais donc, pour revenir sur ton couple, est-ce que ça signifie que si tu n'avais pas eu ces 2 deuils au même moment, vous auriez pas divorcé aussi vite ou... Je pense qu'avec des si. Ça aussi, ça fait partie de mes croyances. Je retire ma question alors. Peut-être que si on avait pu avoir un enfant, même si lui, on était OK là-dessus que c'était pas la priorité. Je ne sais pas, tu vois. Je ne sais pas. Tu peux pas savoir. Non. Et puis, j'ai même pas envie de me poser la question, en fait, si tu veux. Certainement que la lourdeur de ce que j'étais en train et lui aussi d'ailleurs, parce que voilà, c'est pas parce que c'est pas ses parents que il s'est pas pris l'impact de tout ça, mais ça a pas fait que le climat était super ledge et happy, et tu vois. Donc peut-être que ça agit là-dessus, je sais pas. Mais à aucun moment t'as eu peur pour de pas retrouver un homme ou besoin de te retrouver seule. Enfin, comment est-ce que tu as géré la dimension de sur quoi je veux m'appuyer dans ma vie maintenant à 50 ans? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? Moi, à ce moment-là, ça faisait un moment que j'étais seule dans ce couple. J'avais plus de soutien. Tu vois, c'est ça aussi que je vivais très mal. Et donc, je me suis dit, alors là, j'ai été complètement seule puisque il était plus là et puis j'avais plus mes parents.
Mais donc, ça faisait un moment quand même que j'avais ce sentiment de solitude, puis c'est quelque chose que je connais, de tout porter, de tout gérer. Et là, je l'ai vraiment complètement vécu. Maintenant, cette question de est-ce que je vais finir seule ou pas, à ce moment-là, c'était vraiment pas la question. C'était même tout l'inverse. C'était je ne veux plus de relation, en fait. Je ne veux plus souffrir. Il est plus question que je m'attache émotionnellement à quelqu'un, parce qu'avec ce que je viens de me prendre, d'abord, là, j'ai besoin juste de cautériser un peu. Pour moi, c'était vraiment pas la priorité. La priorité, c'était de m'éclater, de vivre une vie libre, sans plus aucune chaîne, si tu veux, au niveau du couple, etc. D'essayer de digérer la perte de mes parents, même si c'est un process qui sera long. Hein. Enfin, je veux dire, je sais pas si tu digères complètement ce genre de choses, jamais, je ne sais pas. Donc me dire, alors, c'est quand la next love story? C'était pas du tout, mais pas du tout dans le pipe, mais pas du tout. Il y avait aussi le côté, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a eu le Covid, donc professionnellement, ça a été aussi assez difficile. Enfin voilà, il y a eu des choses dures. Donc moi, c'était vraiment la priorité, c'était de me reconstruire. Enfin, tu vois, de solidifier les appuis et d'essayer de retrouver un peu de sérénité. Donc pas d'homme dans ta vie à ce moment-là, Ah non, juste toi avec toi-même. Ouais, c'était plein de potes, de nouveaux potes. En fait, moi, mes parents donc vivaient à Nice, et en fait, le premier confinement, je l'ai passé chez moi, à Saint-Germain-en-Laye. Ensuite, je suis descendue à Nice dans la maison de mes parents. Et là, je me suis posé la question, je me suis dit, attends, qu'est-ce que je fais? Je retourne vivre à Paris ou je redescends? Parce que tout était passé en remote. Là-dessus, bon, je remonte à Paris à la rentrée 2020, ouais, c'est ça, en septembre 2020. Je redescends pour les vacances, et là, tac, deuxième confinement. Et là, je me suis dit, attends. Et donc, je suis remontée à Paris en début 2021. J'ai vendu mes bureaux, je me suis séparée de mon appartement, etc. Et en fait, j'ai repris la maison de mes parents à Nice. Et donc maintenant, je vis entre Nice et Paris. Donc c'est ta maison, la maison de tes parents? Ouais. Et ça me va complètement, parce qu'en fait, j'ai un équilibre de vie qui est génial. C'est-à-dire être tout le temps à Nice, je pense que... Enfin, tu vois, moi, la majorité de mes clients sont à Paris. J'ai plein d'amis à Paris. J'adore l'énergie de Paris. Et Nice, c'est encore autre chose. Donc là, je suis vraiment sur le juste équilibre. T'as refait la déco dans cette maison? Ouais. J'ai refait. Alors, en gardant plein de choses, parce que j'adore cette maison, et ma mère avait un goût vraiment exquis. Donc, il y a des choses que je me suis réappropriées, puis il y a plein de choses que j'ai gardées. Cette maison, elle est juste... elle est dingue, quoi. Je sais pas si tu vois qui c'est, Svet Chin, c'est un architecte. Non. C'est lui qui a fait la maison de Chagall à Nice, etc., qui a fait cette maison, donc. Et c'est le havre de paix. Et donc, c'est vraiment intéressant, parce que quand j'arrive à Paris, c'est le côté, tu vois, hyper énergisant, un peu. Et quand j'arrive à Nice, c'est... Et moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être centrée, alignée, tranquille, sereine, parce que c'est vraiment ça que je permets à mes clients. Donc, si moi, je le suis pas, si tu veux, si je suis aussi dans l'effervescence parisienne, il y a un truc qui est pas, tu vois, qui est pas aligné. Et donc là, c'est vraiment bien, parce que moi, ça me permet le juste équilibre. T'as de la chance. Ouais, moi, la chance, c'est un truc, ce mot, je sais pas si, tu vois. Je pense que oui, il y a des choses, effectivement, c'est de la chance. Mais je pense que la majorité, c'est toi qui crée ta propre opportunité. Ouais, c'est les choix que tu as fait. C'est les choix que tu fais, exactement. Et souvent, j'ai mes clients qui me disent, oui, non, mais là, j'ai pas le choix. J'ai fait ça parce que j'avais pas le choix. Et je leur dis, bah ouais, ils avaient fait le choix. De pas avoir le choix. De pas avoir le choix. Qu'est-ce qu'ils te répondent? Rien. Et c'est là que tu sens qu'il y a le travail réflexif qui se fait. Mais alors, je suis pas dans un 100% déterminisme, mais allez, tu sais, en polarité, je vais plus vers le déterminisme quand même. Ouais. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est la même chose là, quand il t'arrive des
des événements qui te bouleversent et qui créent une rupture, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça? Et la crise de la cinquantaine, c'est complètement ça. La crise, c'est une rupture, en fait. Donc, c'est qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu as envie de faire de ça? Est-ce que ça va te transformer? Ou est-ce que ça va te tirer vers le bas et tu te laisses tirer vers le bas? Enfin, en tout cas, c'est ma croyance. Je parle pour moi. Ce qui m'intéresse aussi que tu me racontes, c'est ce qui est à l'origine de ce podcast, le regard qu'on porte sur les femmes quand elles arrivent à la cinquantaine. Et toi, tu dois avoir beaucoup d'anecdotes et de choses que tu as repérées qui t'ont fait te dire « mais mince, c'est plus possible ». C'est quoi ces moments charnières chez tes clientes, par exemple, ou même dans ta vie à toi, où tu as senti le poids de l'invisibilisation à ce moment-là, le changement de regard sur tes compétences, sur les compétences de gens autour de toi? Alors, les femmes que j'interviewe, justement, je suis allée chercher ce que j'appelle des rôle modèles, c'est-à-dire des femmes qui n'ont, en tout cas, qui ont peut-être pas senti ça, ou qui l'ont mieux anticipé, et qui du coup ont traversé cette période en mode positif, optimiste, décomplexé. Donc c'est moi ce que j'avais envie en fait quand j'ai lancé ça, c'est effectivement alors tu sais quand moi je travaille par exemple en coaching d'équipe, tu travailles la vision, la mission, l'ambition, et donc ma vision ce serait que les jeunes femmes aient hâte d'avoir 50 ans. J'adorerais, tu vois, qu'elles trouvent ça je sais pas, ultra rock'n'roll et qu'elles aient moins peur en fait d'arriver à cet âge-là. Et c'est pour ça que je pense que c'est important justement de rendre visible des femmes qui vivent ce moment-là ou qui l'ont vécu, parce que celles par exemple que j'interviewe, ça va de 50 à 60 et plus, hein, et qui l'ont vécu ou qui le vivent de façon ultra positive. Ça veut pas dire être dans le déni, mais ça veut dire, encore une fois, qu'est-ce que je fais avec ça? Et donc cette invisibilité, si tu veux, alors que c'est encore en train de changer. Là, maintenant, c'est vraiment en train de changer. Je trouve depuis 1 an, bon, c'est rien, 1 an et demi, 2 ans, mais tu commences à avoir des covers de magazines avec Andy McDowell, enfin des femmes comme ça, voilà, qui sont. Alors, on est aussi beaucoup dans la silver economy aussi. C'est drôle parce que tu as montré tes cheveux quand tu as dit ça. Oui, voilà. Parce que ça a été ça. Ça a commencé à être ça, tu sais, Grey Power, enfin, toutes les femmes qui se laissent pousser justement les cheveux gris, qui les assument. À côté de ça, je me fais pas non plus, enfin, je veux dire, je travaille aussi pour des entreprises et je suis consciente aussi de ce que ça a comme puissance en termes de business. Aujourd'hui, en France, la moitié de la population féminine a plus de 50 ans, faut quand même le savoir. Donc tu imagines ce que ça représente. Mais en tout cas, avant, elle l'assumait moins. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ça part de nous, en fait. C'est de nous qu'il faut que ça parte. C'est-à-dire que si nous, on change le regard qu'on a sur nous, forcément, ça va changer le regard de la société. Aujourd'hui, évidemment, tu as beaucoup d'entreprises qui, à partir de 50 ans, voire même peut-être de 45, les projections de carrière sont quand même moins ouvertes que quand tu as 35-40, par exemple. Donc, c'est vraiment comment on passe le message que tout va bien, que tout va même très très bien. C'est-à-dire que il y a 1 mois, j'étais à un forum organisé par Vive Média à l'ESCP, parce que donc moi j'ai passé mon MBA à l'ESCP, et il y avait Anne Méo qui dirige Image 7 et qui est notamment qui fait partie de Force Femmes, qui lançait vraiment un appel aux entreprises en disant mais embauchez des cinquantenaires. Et elle posait différents critères mais de façon ultra pragmatique, hein, c'est-à-dire 1, elles vous feront plus suer avec leur congé mat. Elles auront bientôt le congé ménopause, justement. Elles auront peut-être le congé ménopause. Qui a failli passer en Angleterre. Je pense qu'avant ça passe, si tu veux, on peut s'accrocher, mais bon, peut-être qu'elles auront ça. Non, mais si je dis ça, c'est que si le congé est envisagé, c'est qu'il y a vraiment des femmes qui vivent bien sûr, des choses tellement... Complètement. Il y a des femmes qui ne peuvent plus travailler. Ouais, complètement. Donc, elle disait, voilà, plus de congé de maternité, moins de garde de petits, aller chercher à l'école, etc., parce que ça aussi. Ce sont des gens qui vont beaucoup plus vite, parce que justement, on capitalise sur l'expérience. Donc forcément, quand on dit elles coûtent plus cher, elles coûtent peut-être plus cher, mais elles font 2 fois plus de boulot, parce que ça va beaucoup plus vite.
Et puis elles ou ils, hein, parce que là je parle des cinquantenaires, je parle pas que des femmes, je parle aussi des hommes, sont beaucoup plus loyales, et donc risquent moins de changer de job tous les 2 ans, etc. Ça, c'est vrai, oui. Et ça, c'est ultra important, et ça, il faut le dire. Il faut le dire parce qu'aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, c'est pas tout à fait... Enfin, je veux dire, les cinquantenaires sont pas les plus chassés. Non. Maintenant, là, pour revenir au podcast 50 ans et toutes mes dents, c'est vraiment ça que je vais chercher et que je propose. C'est d'entendre des femmes, parce que là, pour le coup, on m'a dit, mais pourquoi tu fais pas les hommes? Je dis, mais pour l'instant, je fais les femmes, donc bon. Qui vraiment se mettent en mode, c'est OK, en fait. C'est OK, et qu'est-ce que j'y trouve comme bénéfice à cet âge-là? Et l'un des premiers bénéfices aussi, c'est, et là je fais le lien avec ton podcast, c'est la fin des règles. Mais pas les règles, Non. la fin des règles que tu te mets, en fait la fin de certaines règles, et quelles sont les nouvelles règles que tu vas choisir pour toi. Et moi, ce que j'ai appris de façon super violente, disons, j'ai bien pris conscience de ça là, c'est que la vie est courte. Et plutôt que alors, la vie est courte, elle peut basculer comme ça. Alors, plutôt qu'encore une fois de voir ça comme un truc hyper plombant, qui te fait peur, où tous les jours tu te dis non mais ça peut s'arrêter du jour au lendemain, etc. C'est-à-dire plutôt de vivre dans la peur ou la tristesse, c'est de se dire ok, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire en fait? C'est ce rapport au temps que tu commences à avoir de plus en plus affûté à la cinquantaine, moi encore plus affûté effectivement par rapport à tout ce que j'ai vécu, parce que j'ai aussi perdu pas mal de proches ces dernières années, voilà. Et là, il y a quelque chose qui, en tout cas moi pour moi, se met en place, c'est plus envie de me faire suer, quoi. C'est-à-dire, il y a des choses, ça vaut pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup de se prendre la tête. C'est quoi? C'est dans le type de relation que tu as avec tes clients? Non, c'est dans le type déjà de relation que j'ai tout court. C'est-à-dire dans ma relation de couple, dans ma relation avec mes amis. Oui, ça peut être avec les clients. Ça peut être dans ma relation avec la vie, en fait, en général. C'est-à-dire de me dire, ok, attends, là, tu te prends la tête pour quoi exactement? Est-ce que tu te prends la tête pour quelque chose d'important et d'essentiel? Ou est-ce que juste, tu te prends la tête pour le plaisir de te prendre la tête? C'est-à-dire, parce que si tu regardes bien, il y a plein de choses on peut éviter, en fait. Et donc, moi, chaque année, en fait, je décide, je pose une intention en début d'année. Je pose pas comment on dit? Des bonnes résolutions. Ouais, voilà, les bonnes résolutions que tu tiendras jamais. Et les bonnes résolutions sont des objectifs. L'intention, c'est quelle est la couleur, le parfum que tu as envie de donner à ton année. Et moi, ça fait 2 ans, parce que c'est tout un travail, que je pose la même intention. Mon intention, c'est alléger et simplifier. Alors certainement parce que j'ai vécu quand même des années un peu lourdes et complexes. Donc voilà, alléger et simplifier. Et du coup, à chaque fois que je dois prendre une décision, je me dis, est-ce que ça me complique la vie? Est-ce que ça me l'alourdit ou au contraire, est-ce que ça va me la simplifier et me l'alléger? Parce que là, j'ai vraiment, en tout cas la cinquantaine, moi c'est ça que ça m'amène, c'est une envie de me libérer de trucs que je traînais ou de devoirs et d'aller vers quelque chose qui me correspond beaucoup plus, qui est beaucoup plus simple en fait, mais beaucoup plus fort, enfin puissant. Ça c'est pour moi. Et en fait, la majorité des femmes, voire quasi toutes que j'ai interviewées, on est toutes là-dessus. C'est-à-dire de se dire ok. C'est marrant parce que moi, quand tu dis ça, je me rends compte à quel point j'en suis loin. Je vois à quel point mon mari me dit tout le temps, Marc, mais arrête, mais lâche, mais simplifie là, c'est bon, arrête de faire des nœuds au cerveau. Enfin, je peux donner des exemples de gestion des enfants. Je me mets des contraintes dans tous les sens, de toutes les activités qu'il faut qu'ils fassent, des vacances qu'il faut qu'on organise. Alors les vacances, c'est tout un truc parce que j'aime bien quand on part avec des copains, donc il faut se synchroniser avec les agendas des copains qui répondent oui, non, on est intéressé, on n'est pas intéressé, on veut bien, mais si on va plutôt là-bas, je peux pas y aller moi parce que c'est d'autres contraintes, etc. Et à la fin, on se retrouve à jamais pouvoir réserver des vacances parce que je compte sur l'agenda de trop de personnes à la fois. Ça, c'est typique du genre d'organisation que je mets en place qui sont hyper compliquées à gérer.
Et Marc, il me dit, non, mais c'est bon, tant pis, on part juste nous 5, on simplifie, ce sera très bien aussi, et ce sera différent, et d'accord. Et moi, je veux pas lâcher sur toutes ces choses que j'essaie de mettre en place dans tous les sens. Et ça me fait penser à quelque chose aussi, parce que Nathalie Urvoen, pour la citer, qui a donc elle a lancé une start-up qui s'appelle Les Potageurs. Je trouve ça génial. C'est-à-dire, elle transforme les toits des buildings en potager. Et quand je lui demandais, ce serait quoi les conseils que tu as à donner pour réussir une deuxième partie de carrière pour les femmes, par exemple. Et là, ça me fait écho à ça, parce que ça peut être partie de carrière ou partie de vie. Elle me disait, se poser plus souvent la question, comment un mec ferait? Et tu vois, en termes de simplification, je pense qu'ils arrivent beaucoup mieux que nous, à mon avis, de ce que je pourrais entendre. Et j'accompagne encore une fois des hommes et des femmes. Et je retrouve ça aussi. Nous, on a quand même ce truc. Il y a ce côté, on tient, on porte beaucoup, beaucoup. Ouais. Et peut-être qu'il y a quelque chose, voilà, aller apprendre d'eux, de simplifier, d'alléger. Ouais, allez, c'est bon. Si je fais le quart de ce que j'avais prévu, ça suffit. Parce qu'il y a le côté parfait, hein, évidemment, la mère parfaite, la working girl parfaite, enfin tous les trucs de perfectionnisme qu'on peut s'ajouter. Bon, les hommes, il y a des hommes qui sont perfectionnistes évidemment aussi. Hein. Mais il y a ce truc, tu vois, de se dire, attends, mais ça, en fait, ça va. C'est assez bien. Et pas, c'est pas assez ou c'est jamais assez. Et ce que je vois qui arrive, en tout cas, à 50 ans, c'est ça. C'est de se dire... Et enfin, j'aimais l'hypothèse que c'est ça, que c'est cette conscience maintenant du temps qui passe, où tu as moins de temps à te prendre la tête. Tu vois, tu te dis, attends, c'est quoi mes essentiels? C'est important de se dire, c'est quoi mes essentiels? Et comment j'en prends soin? Parce que voilà, moi, ma valeur number one, c'est la liberté, et la deuxième, c'est le plaisir. Et plaisir lié à la performance aussi, dans le cadre évidemment professionnel, parce que ma croyance, c'est que tu peux pas performer si tu prends pas de plaisir. Alors dans le milieu du sport, ils ont compris ça depuis longtemps, si tu veux, mais dans le milieu professionnel, c'est encore difficile. Mais ouais, vraiment se dire, ok, comment je prends un maximum de plaisir à ce que je fais. Pourquoi tu fais le lien avec le sport? T'es sportif, toi, également. Donc, ouais, tu as vécu dans les deux milieux? J'ai fait pas mal de sport, ouais. Et je prends le parallèle, par exemple, le coaching dans le milieu du sport, ça fait quand même des années que c'est complètement normal. Ouais. Et que c'est pas prescrit, en général, pour des gens qui vont pas bien. C'est quand on parle d'athlètes qui sont coachés, c'est des Ferrari, hein, je veux dire. Et eux, ils ont compris que pour être encore meilleurs, il fallait qu'ils s'entourent des meilleurs. Hein. Et donc, il y a cette notion, voilà, d'aller chercher tes talents, tes forces, et comment tu consolides tes forces. Et c'est exactement le même principe, en tout cas, dans mes accompagnements, c'est comment tu vas spotter, highlighter tes forces pour te consolider et être encore meilleur. Pourquoi? Parce que ça va alimenter ta confiance et ton plaisir. Et tu peux regarder ça aussi dans la vie. Hein. Et c'est dans ce sens-là aussi alléger et simplifier. C'est qu'est-ce qui te demande énormément d'efforts. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais soit déléguer, soit même plus faire. Et plutôt aller regarder, ok, qu'est-ce que tu fais vite, sans même t'en rendre compte, avec un maximum de plaisir. Parce que c'est là, hein, ta zone d'excellence. Et c'est là où tu as un maximum de valeur. Donc c'est ça qui est intéressant à aller regarder. Et je pense que plus tu vieillis, plus tu pourrais avoir cette maturité, cette sagesse d'aller vers des choses qui te font moins mal. Ils ont tous les âges, tes clients. Oui. Est-ce que tu vois cette différence? Est-ce que tu arrives à communiquer cette sagesse à différentes générations? Ouais. Alors, j'ai effectivement beaucoup de C-level, donc forcément, c'est à partir d'un certain âge, mais j'ai aussi des managers plus jeunes, et c'est ce que je disais la dernière fois, on se disait, il faudrait que ça soit à l'école, en fait. Il faudrait qu'il y ait du coaching ou même du développement personnel, pourquoi pas, à l'école. Plus tôt tu apprends ça, plus vite tu vas. En fait, c'est un booster, c'est un accélérateur.
Et parce qu'il y a quand même cette éducation judéo-chrétienne qui est que plus c'est dur et plus tu as de la valeur. Or, c'est pas comme ça que ça marche en fait. C'est-à-dire que aller essayer d'améliorer des choses que tu fais dans la douleur et où t'es pas bon, tu arriveras à être médiocre. Tu seras jamais bon. En revanche, comme je te disais tout à l'heure, arriver à comprendre où sont tes talents et tes forces et vraiment consolider ça. Là, non seulement tu vas être vraiment excellent, et en plus, tu te feras super plaisir, et en plus, tu iras beaucoup plus vite. Donc, plus tôt tu comprends ça, mieux c'est. Et moi, je suis ravie quand j'ai des plus jeunes, hein, parce que tu te dis, bon, bah là, c'est bon, quoi. Enfin, tu vois, si déjà ils ont cranté ça, après, c'est fly away. Est-ce qu'on peut passer à une partie plus intime ? Oui. Puisque tu disais les choses dont on se débarrasse allègrement dans sa vie. Ouais, moi, je sais pas si c'était lié à ça, peut-être, hein, mais vu que ça allait pas déjà dans mon couple, si tu veux, ça n'allait pas du tout à ce niveau-là. C'est-à-dire, c'était en chute libre. Après, encore une fois, c'était aussi lié à une période où j'étais en tel stress que, si tu veux, j'avais pas tellement la tête. Enfin, tu vois, j'étais en train de perdre mon père. Non, à ce moment-là, c'était pas le sujet. Voilà, c'était pas trop le sujet. Mais bon, en tout cas, ça a certainement correspondu avec aussi la même période où moi, ça me fait rire maintenant, mais où j'étais, tu vois, la quarantaine. Alors d'abord, ouais, je pouvais pas avoir d'enfant, donc ça aussi, tu as compris, ça impacte aussi la libido. Derrière, mon père... Tu veux dire, on n'a plus envie si ça ne sert à rien ? Non, c'est-à-dire qu'il y a une période où c'était genre, il fallait le faire pour essayer parce qu'on a essayé, tu vois, ouais. d'avoir un enfant. Donc ça aussi, le côté mécanique. En fait, cette période-là, peut-être de préménopause, hein, certainement, que j'ai pas identifié à ce moment-là, si tu veux, c'était, moi j'étais en full stress, donc la libido, c'était pas un sujet, enfin c'était pas trop le sujet. Donc moi je me disais, déjà, je bossais comme une folle, donc c'est vrai que ma priorité c'était un peu ça. Ensuite derrière, il fallait que je prenne soin de mes parents, donc c'était pas la priorité. Et je m'étais même dit, bon, en fait, bah voilà, ça y est, c'est derrière moi. La sexualité, c'est derrière moi, si tu vois. C'est-à-dire, je vais rentrer dans la cinquantaine et en fait, j'aurai plus de rapport. Tu vois, on verra. Mais en fait, je pense que ouais, c'est fini. En fait, je pense que l'épanouissement sexuel, c'est vraiment derrière moi. Donc bon. Et bon, là-dessus, je divorce, etc. Comme je t'ai dit, c'était pour moi, c'était pas du tout le sujet d'avoir quelqu'un. Avec vraiment, mais vraiment, hein, cette croyance de me dire, ok, c'est fini, terminé. Aujourd'hui, tu en rigoles. Ah, mais aujourd'hui, j'en rigole parce qu'en fait, donc aujourd'hui, je suis avec un homme depuis maintenant, on a fêté nos 2 ans. Et c'est le feu. Donc, si tu veux, c'est peut-être la préménopause qui était en mode j'avais plus envie de rien, couplé à tout ce que je vivais, si tu veux, personnellement, qui faisait que en fait c'était l'encéphalogramme plat, tu vois, à ce niveau-là. Et l'arrivée à la cinquantaine, mais vraiment, enfin il y a aussi ça, hein, il y a quand même que j'ai fait et je continue à faire un travail pour vraiment arriver à me cleaner le plus possible et aller vers de la libération, c'est-à-dire même le deuil de ma mère, je suis allée voir dans quelle mesure ça m'avait libérée aussi, tu vois. Et même le deuil de mon père, je suis allée voir aussi dans quelle mesure ça pouvait, même si c'était beaucoup plus dur, m'amener une certaine libération. Le divorce, même chose. Donc, il y a ce côté, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce que tu vas regarder qui te met en extension. Et comment tu te libères de certaines choses pour, moi j'appelle ça le vide fertile. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu enlèves pour faire de la place à du nouveau ? Parce que tant que tu n'as pas nettoyé et fait la place, tu vas toujours faire un petit peu de la même chose. Donc c'est vraiment, voilà, qu'est-ce que je libère, qu'est-ce que j'enlève pour que ça puisse faire de la place à du nouveau. Bon, là, le nouveau, ça a été une nouvelle relation. Et c'est, puisqu'on est là-dessus, hein, sexuellement,
Je crois que ça a rarement été comme ça. Vous faites l'amour 2 fois par semaine. Je donne les standards des Françaises. Je vais pas y aller. Non, bien plus. Bien plus. En plus, c'est le début, si tu veux. Donc, tu vois. Mais tout ça pour dire que voilà, ça a été vraiment après 50, ou en tout cas à la cinquantaine. Et je m'y attendais pas du tout, en fait. Je m'attendais pas du tout à ça. Et en plus, avec quelqu'un qui a une grande différence d'âge avec moi. 14 ans de moins. 14 ans de moins. Ouais. Tu rentres dans la catégorie des cougars, là. Exactement. Et ça, tu vois, tout le monde s'offusque effectivement avec ce côté pourquoi nous, on aurait cette étiquette de cougar alors que les hommes, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de mot, en fait, hein, si tu veux. Bon. Alors moi, déjà, je me détends là-dessus aussi, hein, bon, parce que, encore une fois, je simplifie et j'allège. Donc, d'abord, j'adore, je trouve ça sublime, un cougar. Donc, ça me va très bien. Mais au-delà de ça, si tu veux, pour jamais, au grand jamais... Enfin, je suis toujours sortie avec des hommes un peu plus jeunes. Enfin, très souvent. D'abord, j'ai toujours fait un peu plus jeune, donc c'est peut-être ça, je sais pas. Enfin, avec lui, en tout cas, jamais. Je veux dire, on a mis un moment avant de sortir ensemble parce que moi, je m'étais dit, mais attends, 14 ans, mais il n'est pas question. Enfin, je veux dire, ça va être beaucoup trop de travail déjà. De t'entretenir deux fois plus, c'est voilà, ça, tu t'es dit. Exactement. Faut que je ressemble à une carte. Ouais. Et puis, je sais pas, je m'imaginais les trucs et tout. Et au début, ça a été compliqué. Au début, dans ma tête, ça a été assez compliqué. Je me disais, oh là là, mais c'est horrible et tout. Puis en fait, au bout d'un moment, j'ai lâché. Et en fait, c'est même plus un sujet. C'est même plus un sujet, en fait, la différence. En plus, il paraît que je le fatigue parce que j'ai vachement d'énergie, moi. Et c'est important pour moi, hein, vraiment, de prendre soin de ma vitalité. Enfin, voilà, c'est quelque chose aussi que j'accompagne, évidemment. Mais en fait, ouais, c'est encore une fois, c'est des choses que tu t'interdis. Et qu'en fait, une fois que tu te libères, c'est pas si compliqué que ça, en fait. C'est beaucoup plus simple de vivre ça qu'il n'y paraît. Et c'est top, franchement. Donc, ça ou d'autres choses que tu peux t'empêcher parce que tu as tel âge ou tel âge, je crois que c'est dommage. Parce que vraiment, ce qu'il faut, c'est oser, c'est y aller, quoi. C'est vraiment y aller. Et ça te va pas, tu changes. Mais c'est ça aussi, hein, que quand je dis le temps qui passe, c'est on y va. Puis tu vois, tu test and learn, tu sais. C'est vraiment ça. Tu y vas et puis ça marche pas, c'est pas grave. Et toi, t'imagines rester coach comme ça pour toutes les années à venir ou tu pourrais reprendre? C'est intéressant parce que quand moi j'ai toujours un peu anticipé. J'ai commencé ma carrière en agence de communication et j'ai fait le switch à la trentaine parce qu'en agence de com, le jeunisme, comment te dire que ça commence à 25 ans. Donc voilà. Donc là, je suis rentrée du côté obscur de la force, du côté annonceur. Donc je suis rentrée chez LVMH et puis dans d'autres boîtes. Et puis en fait, c'est la quarantaine arrivant où je me suis dit, comme je te disais, j'aimerais vraiment me concentrer sur l'humain. Et puis il y avait aussi ce truc de me dire, attends, je vais pas attendre qu'on décide pour moi. Moi, j'ai toujours été là-dessus. Sur, encore une fois, hein, tu crées ta propre chance. Et plutôt que de subir et d'attendre, c'est comment tu provoques. Tu provoques ton opportunité. Donc j'ai anticipé aussi. Et donc, quand j'ai passé ma certification à HEC, j'ai dit à Michel Giffard, qui a fondé donc l'executive coaching à HEC, je lui ai dit, écoute Michel, tu sais quoi, en fait, je me rends compte que ce métier, je pourrais le faire jusqu'à la fin, en fait. Et je trouve ça assez beau. Et en plus, c'est un métier où, pour le coup, tu te peaufines avec l'âge. Mais vraiment. Et c'est toute ton expérience et toute ta sagesse et toute ta vision qui est précieuse. Et par aussi tout ce que tu as vécu. Et toute cette expérience, justement, avec laquelle tu peux mieux guider ou en tout cas être à côté, accompagné. Et donc, ouais, moi je me vois bien. C'est marrant parce que ça fait des années, mais très très longtemps, même avant de vouloir être coach, où j'avais cette vision de moi très vieille en haut d'une montagne où les gens venaient me voir. Et où je me vois, tu vois, avec des grands cheveux blancs comme ça et tout en haut d'une montagne et les gens viennent me voir. Et j'ai ça depuis longtemps. Mais même depuis jeune, hein, j'ai ce truc, cette vision. Enfin voilà. Donc, tu es en train de la réaliser? Peut-être. Tes cheveux vont continuer à blanchir et à pousser, à recouvrir toute la montagne jusqu'en bas? Peut-être.
Je sais pas si tu avais vu c'est un petit dessin animé. En fait, c'est un petit Indien qui est avec son grand-père. Donc, ils sont à côté d'un tipi, tu vois, à côté du feu, la nuit. Et il y a le grand-père qui dit à son petit-fils, tu as 2 loups en toi. Le premier, c'est le loup de l'amour, de la compassion, de la confiance. Et tu as un autre loup qui est le loup de la peur, de la colère, de la jalousie, de l'orgueil. Si tu nourris le loup de la peur, il va grandir, il va se renforcer et au bout d'un moment, il va te dévorer. Si tu nourris le loup de l'amour, il va grandir, il va se renforcer et au bout d'un moment, tu vas pouvoir t'abriter contre lui. La vraie question à se poser, c'est quel loup tu décides de nourrir? L'amour. Donc c'est toi qui fais le choix. Écoute, merci beaucoup. Merci pour cette super interview, ce moment passé avec toi. Merci. Merci Karine. Je reprends quelques secondes le micro après avoir terminé l'enregistrement avec Karine pour vous partager moi ce que j'ai ressenti. Moi j'ai adoré cet épisode. J'ai adoré Karine, son franc-parler, la façon dont elle parle du deuil de ne pas avoir eu d'enfant, parce que c'est quelque chose de très douloureux, et elle en parle, je trouve, de façon lucide et juste, et ça m'a beaucoup impressionnée. Le deuil de ses parents aussi, dont elle parle beaucoup. Et puis un truc qui m'a fait rire, c'est la simplicité avec laquelle elle parle de la différence d'âge avec son compagnon et la légèreté avec laquelle elle aborde ça. On sent qu'elle est bien dans sa vie, bien dans ses baskets. Je sais pas si vous avez vu la couve de son podcast 50 ans et toutes mes dents. C'est une photo qui a été prise par son compagnon, en tout cas, j'en suis quasiment sûre. Donc si vous avez aimé, allez vous abonner à son podcast. Si vous l'avez pas encore fait, abonnez-vous au mien tout de suite, La fin des règles, sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous remercie. À très vite.